Vous l'avez sûrement vu à la Coupe du Monde où il a été élu meilleur jeune de la compétition après une très belle campagne. Mais qui est Enzo Fernandez pour qui Todd Boehly serait prêt à sortir une mallette pleine de dollars? On est parti pour une nouvelle analyse sur Football is Blue. Let's go! Salam à tous les amis, on est de retour pour une nouvelle vidéo Mercato. Surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater ce mois de janvier qui va être très chaud je pense. Aujourd'hui, on parle de Enzo Fernandez, 21 ans, qui arrive en provenance de River Plate cet été au Benfica pour seulement 15 millions d'euros. Quelques mois plus tard seulement, il a mis tout le monde d'accord en Europe et les plus grands clubs se l'arrachent. On va partir sur une analyse du joueur et ensuite on parlera aussi du contexte Chelsea. Et donc pour parler du joueur, j'ai aussi une analyse du collègue Alexandre Carvalho, expert en Ligue portugaise, qui m'a fait un petit retour sur lui. Donc on va voir ça tous ensemble. On commence par un petit tour statistique. Donc en 2022 avec River Plate, il a disputé 28 matchs, 10 buts et 7 passes décisives. Ensuite, il arrive au Benfica les amis et il continue sur une belle lancée puisqu'en 24 matchs, c'est donc 3 buts et 5 passes décisives, 6 cartons jaunes quand même. Mais voilà, au-delà des stades, on va très vite voir que c'est un milieu de terrain très complet et très polyvalent. Au niveau de ses datas en 2022, toutes compétitions confondues, on peut voir que c'est vraiment bien rempli. Sur les stats offensives, pour un milieu de terrain, pour un milieu central, il a vraiment de très bonnes stats offensives, avec notamment action menant un tir, où il fait partie des 2% des milieux de terrain qui en proposent le plus. Donc ça, vraiment, c'est un milieu central, mais qui a quand même une vocation offensive. Au niveau de la relance, c'est quand même son point fort. Il est très bon à la passe et on peut le voir, 96 passes tentées par match, c'est tout simplement énorme, avec un taux de réussite de 87%. Là encore une fois, c'est tout simplement incroyable. Et tout ça en tentant énormément de passes vers l'avant. 9,50 les amis en passes vers l'avant, c'est des choses qui sont dignes de joueurs comme par exemple Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, qui sont des joueurs qui jouent tout le temps vers l'avant. Donc voilà, c'est vraiment good. Au niveau des dribbles, un peu moins, mais on peut voir que ça lui pose pas forcément problème. Et je ferai un petit comparo d'ailleurs au niveau du profil. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo complète que j'ai fait sur les milieux de terrain, sur le milieu de terrain à Chelsea, sur les potentielles options à venir sur les prochaines années, vous pourrez comparer toutes les datas qu'on va voir dans cette vidéo là pour les comparer aux joueurs que j'analyse dans la vidéo, donc qui s'affichent à l'écran. Il y a du Rice, il y a du Benacer, il y a du Jorginho, etc. Et au niveau de la défense, on peut voir que c'est un très bon tacleur et qu'il n'est pas non plus en reste au niveau des interceptions et au niveau des ballons aériens, c'est pas dégueulasse non plus. Mais bon, ces datas-là, c'est bien beau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir des stats précises sur ce que le joueur va apporter dans des statistiques qui, pour moi, me semblent ultra importantes. On peut voir que, donc, en 2022, avec Benfica, donc du mois d'août jusqu'à l'avant-coupe du monde, il est sur 107 ballons touchés par match. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est le double de Jorginho par exemple en ce début de saison. Donc le double, c'est vraiment énorme. Et il a 13 pertes de balles, ce qui fait qu'il a un ratio vraiment insane. Après voilà, c'est la Liga portugaise. Moi, je sais pas trop ce qu'elle vaut, entre guillemets, mais ça reste des stats qui sont complètement folles. Occasion créée, 8. Déjà 8, alors qu'on a que 3-4 mois de compétition là d'analyser. C'est fort. Occasion ratée, donc 3 occasions manquées. Après, son ratio tir cadré par match, il est pas ouf. 2 tirs par match pour 0,2 cadré, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, précision passe. Donc comme on l'a vu, 85 passes par match pour 90% de réussite. Donc ça, c'est en championnat uniquement. Au niveau des passes longues, moi les amis, une passe longue c'est très important. Un milieu de terrain qui a dans sa palette le jeu long, ça fait une grosse différence avec celui qui ne l'a pas. Donc passe longue, il en fait 10 par match quasiment pour un taux de réussite de 77%. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant en tenter autant et en réussir autant. Donc c'est clairement une de ses grosses forces. Passe lobée, donc je répète, passe lobée, passe longue, la différence c'est la distance. Moins de 30 mètres, c'est une passe lobée. Plus de 30 mètres, c'est une passe longue. Donc 5 passes lobées par match et 65% de réussite. Pareil, ça c'est fou. 2 passes clés par match. Pareil, pour un milieu central, c'est vraiment intéressant. Interception par match, tac par match. On peut voir qu'aussi 1 et 2, c'est tout à fait correct. Et donc dribble par match réussi, 0,2 seulement pour 50% de réussite. Donc pour l'instant avec Benfica, il réussit la moitié de ses dribbles, c'est déjà pas mal. Et il réussit 3,7 duels par match qui correspond à 46%. Ça c'est un peu inquiétant parce que si tu ne gagnes pas la moitié de tes duels en Ligue portugaise, en première ligue, qu'est-ce que ça va être? Tu vois, je me dis au niveau de l'intensité et quand tu vois des milieux de terrain comme Joelinton, Bruno Guimaraes, etc., mais plein d'autres équipes, Partey, Xhaka, etc., Arsenal, c'est vraiment des milieux de terrain physiques. Et je me dis en première ligue, il va falloir qu'il se muscle un peu, mais bon, il est encore jeune, donc il y a de la marge. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant de faire un petit retour statistique sur sa Coupe du Monde au Qatar de 2022. Donc au Qatar, il a touché 80 ballons touchés en 7 matchs, il me semble, en 6 ou 7 matchs.
80 ballons touchés, 11 pertes de balles. Ça reste un ratio vraiment, vraiment intéressant. Une occasion créée, 0 occasion ratée. Tir cadré, donc là au niveau de ses tirs, ça a été beaucoup mieux. 1,1 pour 0,4. Précision passe, 58 passes réussies, 88%, c'est lourd. Au niveau de ses passes longues, on peut voir aussi qu'il est toujours, même si c'est moindre qu'en club, mais bon après ça dépend du rôle aussi qu'on te donne, mais il réussit quand même généralement la moitié de ses passes longues, donc ça c'est cool. Passe clé 0,9, interception par match, tac par match 3,1. Ça c'est vraiment, il a montré que voilà, il pouvait hausser le ton aussi dans la phase défensive, notamment vous voyez en termes de duels au mondial, il a réussi 60% de ses duels, donc ça aussi c'est encourageant. Peut-être qu'il y a une progression dans ça, et donc dribble réussi, 60% de ses dribbles réussis, c'est vraiment pas mal. Et donc les amis, pour compléter mon analyse sur Enzo Fernandez, j'ai fait appel à un expert de la Ligue portugaise, notre ami Alexandre Carvalho, qui m'a fait le plaisir de me faire un retour par écrit tout simplement sur ce joueur-là. On va voir ça ensemble, voir ce que ça donne. Au niveau du système dans lequel il est utilisé, on peut voir qu'il a joué essentiellement milieu relayeur dans un 4-2-3-1. Il est à côté de Florentino Luis dans le milieu A2. Donc on peut voir que, voilà, il joue dans un double pivot. Ce qui est l'animation du milieu de terrain que favorise Chelsea, que ce soit dans un 4-2-3-1 comme on a pu le voir contre Bournemouth, mais aussi dans un 3-4-3 où là toujours on garde le double pivot dans tous les cas. Donc dans tous les cas, voilà, il est habitué au double pivot, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, au niveau de ses forces-faiblesses, donc c'est un véritable maestro. Il aime prendre le contrôle du jeu, une énorme qualité de passe. Il joue quasiment toujours vers l'avant et casse plusieurs lignes. C'est un régal à voir jouer. Il sait tout faire. Le milieu ultime, défensivement, il met de l'impact. Il a une certaine grinta. Il est argentin. La grinta, c'est la base. Ils sont nés comme ça. J'ai envie de te dire, faiblesse, tendance à péter un plomb rapidement et à se déconcentrer. Ça, les amis, ça peut paraître comme une faiblesse, mais dans le contexte de Chelsea, les amis, aujourd'hui, on manque tellement de hargne, on manque tellement de rage, de méchanceté dans cette équipe-là, qu'il y en ait un comme ça, moi ça me va. je vous dis la vérité, ça me va très bien. Donc tant mieux qu'il apporte de la hargne, on en manque. Et donc pour moi, 127 millions d'euros, c'est trop pour n'importe quel joueur. Maintenant, quand on voit le marché actuel, ce n'est pas étonnant. Donc lui, il n'est pas choqué par le montant. Parce que moi, les amis, voilà, si on arrive sur mon avis final, merci encore une fois Alex, mais moi, mon avis final, c'est que c'est cher. C'est vraiment très très cher. Et d'ailleurs, quand on en voit les dernières news qui viennent de sortir juste avant que je sorte cette vidéo-là, il semblait il y a quelques jours que Chelsea était chaud pour débloquer la clause libératoire du joueur, donc 227 millions d'euros. Mais voilà, a priori, on a eu des arrière-pensées. On est en train de réfléchir aussi au fair play financier et payer la clause pourrait nous mettre dedans par rapport au fair play financier. Donc voilà les amis, c'est un deal qui va prendre quelques temps à se faire. Benfica, eux, insistent sur le fait que le deal doit être fait rapidement. C'est pas un deal qui se fera en fin de mercato, puisqu'ils veulent avoir le temps de se retourner si jamais ils le perdent. En même temps, ils viennent de miser sur lui cet été. Et là, s'ils le perdent après 6 mois, donc forcément, il faut qu'ils aient le temps de trouver un joueur pour le remplacer. Donc, dans tous les cas, on sera fixé dans les 15 prochains jours, je pense, maximum. Mais donc voilà, Chelsea doit décider si ils pètent la clause libératoire du joueur, s'ils arrivent à avoir une facilité de paiement aussi. Mais en tout cas, pour notre ami Alex, 127 millions d'euros par rapport à la qualité du joueur, ça semble pas être non plus totalement incohérent. À Chelsea, les amis, donc comme je vous l'ai dit, il pourrait rendre de fiers services et s'imposer très vite dans un double pivot justement au milieu de terrain. Voilà, il pourrait faire une très bonne association avec Kovacic notamment ou avec d'autres. Mais voilà, clairement Enzo Fernandez, pour moi, si on le prend, c'est dire au revoir à Jorginho. Clairement, parce que comme l'a dit Alex, c'est un maestro, c'est un mec qui gère le tempo, qui est très bon à la passe, etc. Donc si tu as ce mec-là, qui en plus de Jorginho peut ajouter le jeu long, qualité que Jorginho n'a pas. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est l'un ou l'autre. Si tu prends Enzo, tu laisses partir Jorginho. Et moi, je vous ai expliqué à de nombreuses reprises que j'étais pas forcément ultra chaud pour laisser partir Jorginho pour son importance, notamment dans le groupe, mais aussi parce que je trouve qu'il a largement le niveau pour être backup d'un titulaire, mais d'un titulaire avec un profil un peu différent. Donc moi, je voyais plus Rice devant lui et donc Jorginho en backup. Mais si tu pars sur Enzo, forcément, tu laisses partir Jorginho. Maintenant, Enzo, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, je vois qu'on commence un peu à surveiller nos sous, puisqu'on est parti sur l'option Badiashile, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai balancée il y a quelques jours, au lieu de Gvardiol, qui coûte plus de 100 millions. Donc voilà, moi, c'est pas clairement une option que je favoriserais. En plus, il n'y a pas le choix, je veux dire, là, c'est clairement la clause ou rien. Et lâcher 127 millions d'euros sur un joueur, certes, qui a l'air prometteur et qui a l'air d'être une valeur sûre, donc là, on est vraiment sur un top milieu de terrain en devenir.
Mais 127 millions d'euros, les amis, sachant qu'on a encore du renfort à prendre devant, on est sur Leao, on est sur Rice, on est sur ces gars-là. Donc, à voir. À voir, les amis. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, 127 millions d'euros pour Enzo Fernandez, il faut le tenter? Oui ou non? Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Maintenant, vous avez un avis complet sur Enzo Fernandez parce que je sais que tout le monde ne regarde pas la Ligue portugaise. Mais bon, voilà, au moins, maintenant, vous savez à peu près ce qu'il vaut et que, bah voilà, on va juste attendre les prochains jours pour savoir si Todd Boehly va céder ou non et péter la clause libératoire donc de ce jour-là. Voilà les amis, surtout restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait puisque les vidéos Mercato vont pleuvoir. Je vais d'ailleurs pondre très rapidement une autre vidéo sur qui va remplacer Reece James qui s'est encore blessé et qui va être absent pendant encore un peu de temps. Voilà les amis, prenez soin de vous. Ciao.